Salut à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de nos tutoriaux sur les API REST. La dernière fois, nous avons créé notre page de login. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à l'API de login. Pour cela, on va créer un service de login et petit à petit, on va tomber sur des erreurs que vous auriez peut-être aussi trouvées dans vos projets et on va les corriger ensemble jusqu'à ce qu'on arrive à faire fonctionner ce bouton de login qui devra, en cas de succès, nous rediriger sur la page principale de notre application. Une petite remarque pour ceux d'entre vous qui ne suivent pas mes tutoriaux Django. Ici, je pars du principe que vous avez une API semblable à celle qu'on a développée, c'est-à-dire une API REST, où vous allez devoir faire un post avec un username et un mot de passe afin de vous authentifier et afin d'ouvrir une session, donc une session basée sur des cookies. Si vous n'avez pas suivi les tutoriaux Django, je vous recommande de les voir. Sinon, si vous avez une autre API, je vous fais confiance pour adapter légèrement ce que vous allez voir afin que ça puisse communiquer avec la vôtre. La première chose que nous allons faire, c'est créer un nouveau service. Ce service, on va l'appeler Session Login. Donc, New Folder, on va créer un dossier qu'on va appeler Session Login. Et puis, dans ce dossier, on va faire un New Service, Session Login. Donc, ce service va être responsable de la communication entre notre application, donc notre front-end, et nos API back-end. Pour commencer, je propose qu'on déclare quelques variables. La première variable, on va l'appeler login URL, est égal à, et là, comme le nom l'indique, on va taper l'URL de notre API de login. Donc, dans notre cas, c'est slash dj rest out slash login slash. Même chose pour l'API de logout. Donc là, on appelle notre variable logout URL et on remplace djRestOut slash login par djRestOut slash logout. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas déclaré des variables avec des URL absolues, donc du type HTTP, localhost et ainsi de suite, parce que je veux que cette partie soit configurable. Nous aurons dans notre version de test de l'application une autre URL qu'on voudra appeler, plutôt qu'en UAT ou en prod, où on aura clairement des serveurs différents auxquels on va faire appel pour nos tests, respectivement pour notre application live. Pour configurer des variables qui vont être dépendantes des environnements sur lesquels on va lancer notre application, Angular prévoit un mécanisme et on a donc un dossier qui s'appelle environments et à l'intérieur, vous voyez déjà deux fichiers, vous pourrez en créer plus selon le nombre d'environnements que vous avez. Donc un fichier qui s'appelle environment.ts et un autre qui s'appelle environment.prod.ts. Donc un pour vos tests et l'autre pour votre production. Ouvrons le fichier environment.ts et là vous voyez il y a déjà une variable qui est exportée, c'est la variable production égale à false. Si vous ouvrez votre environment.prod.ts, là la variable est à true. Maintenant on peut également rajouter des variables qui vont nous être utiles à nous. Par exemple ici, je vais rajouter une variable que je vais appeler base URL. Et là, je vais déclarer l'URL pour notre environnement de test. Donc http localhost port 8000. Et pour la production, je vais mettre la même chose parce que ici, je n'ai pas d'environnement de production. C'est juste pour vous montrer, en fait, vous pourriez mettre ici votre URL de production avec votre nom de domaine. Je ne vais pas vous montrer ici comment créer votre application pour un domaine X ou Y. Je me contente de vous montrer que ça existe et on va l'utiliser. Mais si vous voulez savoir comment compiler votre application afin qu'elle puisse prendre en considération les variables de production ou les variables d'un autre environnement, vous trouverez ça dans la documentation Angular Online, respectivement. Si ça vous intéresse, demandez-le moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc, maintenant qu'on a notre base URL, on va pouvoir l'utiliser. Donc, retournons de notre service et ici, créons notre fonction de login. La fonction login va prendre deux paramètres. Donc, une fois le username, que je vais appeler pusername, et une fois le password, ppassword. Et maintenant, afin de pouvoir interagir avec une API, on va utiliser un composant Angular qui s'appelle HTTP Client, donc private HTTP Client, du type HTTP Client. Ce module va nous permettre d'envoyer des requêtes à notre serveur, donc il lui faudra l'URL, les paramètres, à quelle fonction on veut faire appel, donc un get, un post, un put, un delete, et c'est déjà à peu près tout. Donc ici, dans notre fonction de login, la première chose que je vais faire, c'est que je vais préparer les données qu'on va transmettre à notre serveur. Donc on va créer une constante, const, que je vais appeler login data, est égal à username, double point p username et password, qui va être égal à ppassword. Maintenant, on veut que le login soit une fonction asynchrone, ce qui veut dire qu'on ne veut pas que notre page bloque pendant qu'on va communiquer avec le back-end. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un objet qu'on appelle un observable, qu'on va retourner en tant que résultat de cette fonction, et cet observable a la particularité qu'on peut s'y enregistrer et dire, voilà, quand l'observable a fini sa tâche, on va exécuter telle ou telle fonction. Pour retourner un observable, c'est très simple, on fait un return new
observable. Donc là, on va l'importer de RxJS. Et un observable peut avoir un type de retour. Donc là, on va pouvoir définir que on va retourner un boolean. Ce qui est logique, donc ou bien le login s'est bien passé, ou il s'est mal passé. On pourrait aussi retourner tout l'objet d'erreur avec des codes spécifiques pour pouvoir les traiter différemment. Mais ici, je veux rester très basique, donc ce sera ou le login s'est bien passé et on aura un true, ou le login s'est mal passé et il y aura un false. Cet observable prend dans son constructeur en tant que paramètre une fonction avec un paramètre observer. Donc l'observer, comme vous pouvez le lire ici, est du type subscriber. Donc un subscriber est la personne ou le morceau de code qui est intéressé à voir les résultats de cet observable. Maintenant, à l'intérieur de cette fonction, on va dire ce qu'on va faire et, dépendant du résultat de ce qu'on va exécuter, on va donc renvoyer un message à ce subscriber en lui disant, dans ce cas précis, si le login s'est bien passé ou non. Concrètement, on va faire notre login. Donc 10.http client. Pour notre API de login, il faut qu'on fasse un post, donc .post. Le premier paramètre de ce post sera l'URL à laquelle on va faire appel pour notre login. Donc ici, tout d'abord, on va prendre l'URL de base, donc le http localhost qu'on a stocké dans notre fichier environment.ts. Donc pour cela, on tape environment qu'on va importer de environment/environment.baseURL. Plus, parce qu'effectivement, ce n'est pas juste le morceau de l'URL qui nous intéresse, mais on veut lui ajouter donc ce postfix stocké dans la variable login_URL, donc plus 10.loginURL, virgule, et là on va renseigner les données qu'on veut envoyer. Donc dans notre cas, login data. Là, si on exécuterait ce morceau de code, rien ne se passerait, parce que la méthode post retourne aussi un observable. Donc on doit s'y enregistrer et dire voilà, je veux le résultat de cet observable. Donc pour cela, on fait un point subscribe. Et là, on aura le résultat. Et ici, on va devoir dire ce qu'on va faire si jamais c'est un succès. Dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la variable observer et on va faire .next. Et on va dire que c'est égal à true. Et puis, on va dire à l'observer que la tâche a été complétée, donc observer.complete. Très concrètement, qu'est-ce qu'on vient de faire? Eh bien, quand quelqu'un appellera notre méthode de login et fera un subscribe, on lui enverra, dès que le login a été un succès, on lui enverra la valeur true, et puis on lui annonce qu'on a fini notre exécution. Car ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand on fait un subscribe, théoriquement, on pourrait recevoir plusieurs valeurs à la suite de cet observable. Imaginez par exemple une barre de progression, elle pourrait s'abonner à un téléchargement, on va dire, et recevoir donc progressivement les valeurs de pourcentage de téléchargement déjà effectuées. Quand on a fini tout ce qu'on doit faire et qu'on n'a plus de valeur à transmettre à la personne qui s'est abonnée à ces valeurs, on finit par un observer.complete. Donc dans notre cas, comme on n'est intéressé qu'à une seule valeur, donc le login est OK ou pas OK, on renvoie la valeur en question et on fait directement un observer.complete. Donc ça, c'est ce qui va se passer si le login a été un succès. Mais le login peut aussi être en erreur. Et dans ce cas-ci, on peut rajouter un deuxième paramètre à subscribe. Donc ce sera aussi une méthode avec un paramètre qu'on va appeler error. Donc ici, on va faire un observer.error cette fois-ci. On va dire false. Donc là, on aurait pu aussi renvoyer l'objet en question avec l'erreur. Et on va finir par un observer.complete. Donc, en vitesse, un petit résumé de ce qu'on vient de faire. On vient de créer une méthode login qui retourne un observable auquel on peut s'abonner, donc faire un subscribe. Cet observable, grâce à HTTP Client, va faire un post sur notre API de login. On lui envoie en paramètre le username et le password. On fait un subscribe et dépendant du résultat, si le login s'est bien passé, on envoie la valeur true à notre observeur. Si ce n'est pas le cas, on lui renvoie une erreur avec la valeur false. Et dans les deux cas, on lui dit que la tâche a été complétée juste après. Maintenant, nous pouvons en vitesse implémenter aussi notre fonction de logout. Cette méthode va, elle, être plus simple que la précédente car elle ne prend pas de paramètres en input. Donc on va simplement faire un return new observable. À nouveau, boolean. On déclare notre fonction observer. Et là, on fait un 10.http client. Cette fois-ci, la méthode à utiliser est la méthode get. L'URL, c'est l'environnement.baseURL plus 10.logoutURL. On ne renseigne pas de paramètres car c'est un get.
.subscribe, result, on refait un observer.next, true, dans le cas où le logout se passe comme prévu, et observer.complete, puis en cas d'erreur, un error, où on va à nouveau faire observer.errorFalse, observer.complete. Et voilà, nous avons nos deux appels API, donc une fois la fonction login et une fois la fonction logout. Nous pouvons maintenant les utiliser dans notre code. Pour cela, on va réouvrir notre page de login, donc le fichier logincomponents.ts, et ici, on va changer cette fonction de login. Là, quand l'utilisateur va essayer de se loguer, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va partir du principe que le login est juste. Donc on va mettre this.wrongCredentials est égal à false. Et maintenant, il faut qu'on utilise le service qu'on vient de créer. Donc pour cela, on doit d'abord le déclarer dans le constructeur. Private session login de type session login service qu'on va importer. Et maintenant, on fait un this.sessionLogin.login, this.username, this.password.subscribe. Et ici, on va donc renseigner la fonction qui va être exécutée si le login est un succès. Donc result. Et là, on va devoir faire la redirection. Pour l'instant, je vais juste marquer un to-do, donc to-do redirect. Mais on va y revenir tout de suite. Et ensuite, on va définir ce qu'on va faire en cas d'erreur. Donc ça, c'est notre deuxième fonction. Et ici, on va simplement dire this.wrongCredentials est égal à true, donc pour afficher notre message d'erreur. Maintenant, qu'en est-il de cette redirection? Eh bien, pour pouvoir rediriger l'utilisateur, il faut qu'on fasse appel à un routeur. Donc là, on va faire private, routeur de type routeur, qu'on importe d'Angular/router. Et maintenant, on peut tout simplement faire this.router.navigate, et là, on renseigne un tableau avec l'URL à laquelle on veut se rediriger. Donc dans notre cas, ce sera le root, donc le slash. Et voilà. Donc si le login est un succès, on renvoie l'utilisateur vers la page principale. Ouvrons maintenant notre browser et voyons ce qui se passe. Je propose d'ailleurs d'afficher tout de suite les tools de développeur, parce que d'après moi, ça ne va pas se passer comme prévu. On va voir notre page de login, donc c'était la page /login. Et là, la première chose que l'application nous réclame, c'est, elle nous dit qu'il y a un null injector error, et là, elle nous dit qu'elle ne connaît pas ce HTTP client qu'on essaye d'utiliser. Ça, c'est quelque chose d'assez simple à régler. On ouvre le fichier appmodule.ts, et dans import, on va rajouter HTTP client module. On sauvegarde, on attend que le projet recompile, et là, si on retourne voir la page /login, cette fois-ci, on arrive bien sur notre page de login. Maintenant, essayons de faire un login et voyons ce qui se passe. Là, si j'appuie sur login, vous voyez une erreur qui nous dit Access Control Allow Origin Header is present on the requested resource. Donc, si vous n'avez pas suivi mon tutoriel Django concernant les cross origin requests, je vous conseille de le regarder. Mais en bref, ce que le browser nous dit, c'est attention, vous essayez d'utiliser une ressource sur un domaine qui n'est pas le domaine actuel, donc le browser le bloque. Et effectivement, là vous voyez, on essaye d'attaquer une API sur localhost port 8000 alors qu'on tourne sur localhost port 4200. Pour autoriser ce genre de requête, il faut que dans votre backend, vous ajoutiez un header qu'on appelle Access Control Allow Origin, qui va indiquer que notre URL avec le port 4200 a le droit d'accéder à l'URL avec le port 8000. Donc là, je vais l'activer dans mon backend Django. Je ne vais pas vous remontrer comment ça marche. Si ça vous intéresse, allez voir l'autre vidéo. C'est fait. Maintenant, je vais effacer les logs pour vous montrer. Je vais réessayer de faire ce login. Et là, tout a bien fonctionné. J'ai été logué. Et là, si on va voir notre tab Network et qu'on regarde donc un appel login, on voit qu'on a bien un 200 OK retourné par le backend. Donc le login s'est bien passé. On a été redirigé sur la page principale. Et là, vous voyez que le backend nous renvoie notre cookie avec notre session ID et un CSRF token. Ce CSRF token est très important, comme je vous le disais dans l'autre vidéo. Il faut qu'on le renseigne si on veut que notre backend puisse s'assurer que nos requêtes viennent bien d'un domaine autorisé par notre Access Control Allow Origin. Il faut donc, dans notre cas, que notre application intercepte ce CSRF token et qu'elle le renvoie en tant que header dans chaque requête qu'on va faire à partir de maintenant. Pour cela, on retourne dans notre code et là, on va créer un nouveau dossier dans App qu'on va appeler New Directory Interceptors. Et dans ce dossier, on va en créer un autre, New Directory, qu'on va appeler http-xsrf-interceptor. Et pour finir dans ce dossier, on va créer un nouveau service qu'on appelle également http-xsrf-interceptor.
interceptor. Maintenant, avant de s'attaquer à l'implémentation de cet intercepteur, on va retourner dans notre app module et on va faire quelques configurations. Pour commencer, on va faire un import de http client xsrf module. On va taper directement .withOptions et on va rajouter des options à cet import. Pour cela, on rajoute un dictionnaire et ici, l'option qui nous intéresse, c'est l'option cookie name. Et notre cookie s'appelle, comme on l'a vu il y a un instant, CSRF token. On copie ça là-dedans. Maintenant, il faut qu'on aille dans Provider. Et dans ce tableau, on va également rajouter un dictionnaire avec 3 valeurs. Provide, qui va être égal à http interceptors, avec un underscore. UseClass, qui va être égal à l'intercepteur qu'on vient de créer. Donc http xsrf interceptor service. Et pour finir, multi-true. En résumé, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient d'initialiser ce HTTP Client XSR module en lui disant que notre cookie de CSRF est le cookie appelé CSRF token. Et puis, on a indiqué à Angular que nous voulons, en tant que HTTP intercepteur, notre classe HTTP XSRF interceptor service. Un HTTP intercepteur, ça va être une classe qui va être appelée avant que chaque requête soit envoyée. Et c'est au moment-là qu'on pourra en profiter pour injecter donc le header basé sur le cookie qu'on vient de définir. Retournons maintenant voir notre intercepteur. Ici, nous devons implémenter la méthode qui va intercepter notre trafic HTTP. Donc la méthode s'appelle intercept et elle prend 2 paramètres en entrée. Donc le premier paramètre, c'est la requête qu'Angular est en train d'envoyer au serveur. Cette requête est de type HTTP request any. Et le deuxième paramètre, qu'on va appeler next, et qui est de type HTTP handler, est une référence au prochain intercepteur dans cette chaîne d'intercepteurs par laquelle Angular fait passer toutes nos requêtes. Et le type de retour est ici un observable qui retourne un HTTP event any. La première chose que je vais faire, c'est de vous montrer la dernière ligne qu'on doit appeler dans ce genre d'intercepteur. Donc la dernière ligne est tout simplement return next.handle request. Donc là, on passe la requête au prochain intercepteur. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que le nôtre doit faire? Dans notre cas précis, un header va devoir être rajouté à notre requête. Donc pour cela, je propose d'abord de définir le header name, donc le nom du header qu'on va créer. Et dans notre cas, il s'appelle x-csrf token. Et maintenant, on doit faire encore 2 choses. Donc premièrement, on doit extraire le CSRF token de nos cookies. Et deuxièmement, il faudra le rajouter en tant que header xcsrf token dans la requête en question. Pour extraire ce token, on n'est pas obligé de le faire à la main. Il suffit d'utiliser un token extractor qu'on peut déclarer dans le constructeur, dans private token extractor, qui est de type HTTP XSRF token extractor. Maintenant, dans notre code, nous pouvons déclarer une variable token dans laquelle on va stocker le cookie en question, donc token extractor get token as string, parce qu'on veut l'avoir en tant que texte qu'on va pouvoir rajouter à notre header. Et là, on va dire if token différent de null et not request.headers.has header name. Donc, si le token n'est pas nul et qu'on n'a pas dans nos headers déjà un header avec le nom xcsrf token, alors dans ce cas, on va l'injecter dans la requête. Et pour cela, on va cloner la requête tout en lui rajoutant dans les headers notre nouveau header, donc request.headers.set header name et token. Voilà, donc là, on clone la requête, on rajoute notre header et juste après, on renvoie la requête au prochain maillon de la chaîne. Maintenant que nous avons fait tout ça, retournons dans notre browser et tout d'abord, je vais vous montrer que, comme vous le voyez, dans notre requête, nous n'avions avant aucun CSRF token. Maintenant, si on retourne dans Login, normalement, ce n'est pas comme ça que vous vérifiez si votre CSRF token marche ou pas, mais comme je vous le disais, à partir de maintenant, toutes les requêtes envoyées vont avoir ce token si on a bien travaillé, donc on devrait aussi le voir dans notre tentative de login. En règle générale, on est déjà logué sinon on n'aurait pas le CSRF token, et le CSRF token, on l'utilise pour toutes les autres requêtes. Donc si vous avez d'autres API ou si ça vous tente d'implémenter le logout, faites-le et vous verrez le même résultat que ce que je vais vous montrer maintenant. Là, je vais faire un login avec un user quelconque qui n'existe pas. Vous voyez bien Invalid Credentials et une erreur 400. Et si on ouvre ça, nous voyons dans nos headers qu'on a bien envoyé le XSRF token
qui nous avait été envoyé lors du login. Et voilà, nous avons fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, on a vu comment faire appel à notre API de login. Pour cela, on a appris à utiliser HTTP Client. Nous avons vu comment créer des observables. Je vous ai expliqué ce que c'est qu'un observable. Et maintenant, je vous ai également montré comment intercepter des calls HTTP. Et dans notre cas précis, comment prendre le token CSRF qui a été injecté dans nos cookies afin de l'envoyer avec chaque requête qui sera envoyée vers notre backend. J'espère que cette vidéo vous a aidé et si c'est le cas, maintenant c'est moi qui vais vous demander de m'aider. Ce qui m'intéresserait de votre part, c'est de savoir comment est-ce que vous avez fait pour tomber sur ma chaîne et pour ceux qui se sont abonnés, qu'est-ce qui a fait que vous ayez décidé de vous abonner à la chaîne. Je vous laisse m'expliquer tout ça dans les commentaires. Et comme d'habitude, si le développement vous intéresse, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.